Alors, bienvenue à vous toutes et tous. Merci donc d'être là pour cette pratique du calme mental. Voilà, du lundi. On est quoi là? 11 décembre. 11 décembre, voilà. 11 décembre à Genève, c'est la nuit de l'escalade. C'est la nuit la plus considérée comme la plus noire à Genève. C'est pour ça qu'il y a eu cette fameuse bataille de l'escalade. Mais je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, on n'est pas là pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la nuit noire. Parce que la nuit noire, elle est forcément le signe que, voilà, on va vers la lumière. Donc c'est une très bonne chose. C'est parfait. On est au cœur de l'hiver, carrément. On va prendre refuge, parce que prendre refuge, c'est aller de l'obscurité à la lumière aussi. C'est pareil. Il y a d'ailleurs 4 voies. Je crois que je ne sais plus qui c'est qui dit ça, si c'est Atisha ou un des grands maîtres bouddhistes. Il dit on peut aller de la lumière à la lumière, on peut aller de la lumière à l'obscurité, on peut aller de l'obscurité à la lumière et de l'obscurité à l'obscurité. Donc en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller de la lumière à la lumière et de l'obscurité à la lumière. Bien que ça peut être intéressant de visiter l'obscurité, pour autant qu'on aille ensuite vers la lumière. Mais prendre refuge, c'est comme décider d'aller vers la lumière, en définitive. C'est l'intention fondamentale. Et c'est bien, après qu'on atteigne ou pas le refuge, bon, ça va dépendre de nous. Mais en tout cas, et c'était la fête des Lumières, nous dit Dominique. Eh bien, c'est parfait, ça tombe bien. Mais en tout cas, on place une intention. Vu qu'on a cette fameuse conscience base de tout, alors ça c'est une vision bouddhiste des choses, mais on pourrait parler d'un inconscient aussi en termes plus modernes, on inscrit quelque chose en nous. À la différence qu'on va considérer dans le bouddhisme que ce que l'on inscrit très profondément comme intention, de vie en vie, ça va continuer. Ça va nous marquer favorablement. Et en fait, à partir du moment où on marque, on pourrait dire intérieurement, notre esprit par cette intention, évidemment, ça va lui donner une perspective, une possible. Bonjour Narej, il y a une chaise pour toi là, tout près du radiateur, la chaise confortable. Voilà. Et donc, on va prendre refuge. Sangye chotan soge chonam la chancho prato dane chato che dage jen soge pesanam rola penje sangye dro parai sho sem chen tam che de wa dong de we ju dong de ba ju dong ge ju dong de wa ju me be de wa dong ba dong men de wa ju ni rin ja dong ni dong de we dong yon jem ba la ne ba ju pa len sa we la ma ren ba da ge je won be me de jo la ka de jen ba ro ne je son de ko ton tong ge ma do dal do so. Voilà, alors cette inscription de l'intention, là on l'exprime par des mots intérieurement, mentalement on pourrait dire, mais en fait on ne se borne pas à cela. C'est aussi quelque chose qui prend place dans le corps, qui prend place dans la parole, qui prend place dans tous les actes que l'on va poser. Et en fait, la pratique du calme mental participe aussi de cette inscription favorable. Pourquoi? Parce que c'est pas juste faire silence. Parce qu'on pourrait se dire, ben tiens, si on fait silence, du point de vue de la tendance qu'on va placer en nous-mêmes, de cette marque, ben on pourrait dire qu'on prend juste l'habitude d'être silencieux. Et évidemment, le but, c'est pas de prendre l'habitude d'être silencieux. Ce serait pas intéressant, de vie en vie, d'être de plus en plus silencieux. Il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est le silence pour regarder, en fait. C'est le silence pour comprendre. C'est un silence de sagesse, forcément. Et c'est ça qu'on inscrit. Et donc, c'est pour ça que dans la tradition bouddhiste, on va toujours parler de la tawa gompa chopa, c'est-à-dire de la vue, de la méditation et de l'action. La vue, c'est la façon avec laquelle on aborde les choses. Et donc, évidemment, cette intention, ces habitudes qu'on prend, etc.,
participe de la vue, c'est-à-dire participe de la manière dont on voit les choses. Et c'est pour ça que si on voit, dans le sens de percevoir, de comprendre, si on comprend la méditation comme juste le calme ou alors comme juste le silence, ben ça veut dire que finalement, telle est notre vue. Ça veut dire que telle est notre façon de la comprendre et la façon de l'inscrire en nous-mêmes. Mais si on rentre dans la pratique méditative avec l'idée du calme mental qui va nous ouvrir à la sagesse, qui va nous ouvrir à la vision que l'on peut avoir de la nature de l'esprit, ben ça veut dire que rien que dans notre intention, ça va changer. C'est-à-dire que nous allons être forcément attentifs à d'autres choses que... Alors bien sûr, ça c'est des choses qu'on s'en rend compte quand on s'observe soi-même, mais on va être attentif à autre chose qu'une volonté, par exemple, de vouloir faire le vide, imaginons, ou n'avoir pas de pensée. Imaginons, il y a toutes sortes de visions qu'on peut développer. Mais si on entre dans cette pratique méditative avec cette curiosité et cette attention, alors forcément que tout ce que l'on va vivre pendant la pratique méditative va être teinté de cette intention fondamentale. Cette curiosité et cette attention, en tibétain, on en parle comme tenche, c'est Chenpa et Sheshin. Chenpa et Sheshin, c'est traduit par attention vigilante. Mais Chenpa et Sheshin, Chenpa, très souvent je le réexplique parce que c'est vraiment important. Chenpa, c'est se souvenir, c'est se rappeler. Ça veut dire qu'on se souvient justement de ce qu'on est en train de faire. On a cette espèce d'éveil présent. Donc cette présence, on pourrait dire. Chenpa, on sait qu'on est là. On sait qu'on est là pour observer. Peut-être pour comprendre, en toute fin, évidemment. Pas pour analyser, pas pour disséquer, mais pour être très présent à ce qui se passe. Présent à ce qui se passe, ça veut dire les sensations, ça veut dire les pensées qui s'élèvent, qui disparaissent, ça veut dire nous qui nous retrouvons attrapés par nos propres pensées, nous qui sommes en train de partir dans toute une histoire, un scénario qu'on construit. Et Sheshin, c'est le fait d'être justement conscient de ce qui est en train de se produire. Donc on a les deux. On a cette conscience attentive et on a cette connaissance de ce qui est en train de se produire. Et donc la pratique méditative, elle est, on pourrait dire, tout le contraire d'une forme d'absence. Évidemment, c'est pour ça qu'on parle de présence d'ailleurs. C'est pas absence à nous-mêmes, c'est présence à nous-mêmes, ou une présence complète, totale à nous-mêmes. Mais quand on parle de présence à nous-mêmes, ça veut dire présence dans le corps tel qu'il est, tel qu'il est le nôtre aussi, mais c'est aussi présence à nous-mêmes à l'égard de l'esprit tel qu'il est le nôtre. C'est une drôle de manière de formuler, mais c'est une façon de dire que nous avons ce corps-là et pas un autre, et nous avons, on pourrait dire, cette conscience-là et pas une autre. Et il y a l'idée de pouvoir s'ouvrir complètement à cela, c'est-à-dire qu'on peut être traversé par plein de choses non maîtrisées par nous, des pensées qui surgissent, on ne les veut peut-être pas, mais elles sont là, et donc toute notre qualité d'attention fait qu'on va pouvoir embrasser dans cette présence de plus en plus toute la réalité du corps et toute la réalité de l'esprit, c'est-à-dire finalement toute la réalité de l'individu que nous sommes. C'est pour ça que la méditation est tout le contraire d'une absence. C'est pas comme un refus du réel, au contraire, c'est comme une manière d'être beaucoup plus en phase avec le réel. Mais en phase avec le réel, c'est être avec un réel tel qu'on le comprend du point de vue bouddhiste. Bon, on peut comprendre le réel de mille manières, mais du point de vue bouddhiste, et c'est pas l'idée du bouddhisme finalement, mais c'est l'idée de se rapprocher du côté totalement étonnant et surprenant du réel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pensée. Là, par exemple, à l'instant même, on ne sait absolument pas quelles seront les pensées qui vont surgir dans un instant. Je ne sais même pas quel est le mot qui va venir. Je sais juste que j'ai envie de vous dire un certain nombre de choses pour qu'on puisse rentrer dans la pratique. Mais si je suis très attentif, je ne sais même pas ce que je vais faire avec ma main après. C'est-à-dire,
Et il y a quelque chose qui est en totale création à l'instant même tout le temps. Donc ce réel-là, c'est à la fois un réel qui se présente avec l'idée que je le connais, mais ça c'est une idée, et puis ensuite il y a le réel qui se présente dans sa dimension strictement inconnue. La disposition, on est dans le même lieu, mais la disposition qui est la nôtre, elle est différente. On n'était pas assis aux mêmes places, on n'est jamais au même endroit. Donc il y a toujours quelque chose d'extraordinairement surprenant. Le fait de le dire, ça suffit pas parce qu'on pourrait être juste d'accord avec ça. L'idée, c'est de l'observer. Et c'est d'aller beaucoup plus loin que la simple notion ou la simple idée. Ce serait même extraordinairement intéressant que dans la pratique méditative, on soit totalement surpris, c'est-à-dire que nous n'ayons strictement aucune idée de ce qu'elle doit être, mais totalement présent à ce qui va se produire. Et on verra bien, en fait. Donc, c'est aussi ça la qualité d'attention et la vigilance. C'est pas que rien ne se passe, c'est qu'on est totalement présent, sans saisie aucune, sans rejet aucun, avec une totale liberté à l'égard de ce qui se passe, finalement, mais sans rien vouloir faire de cela non plus. Il n'y a pas à faire grand-chose, il n'y a pas à vouloir faire cesser les pensées. Hein, c'est Gampopa qui est immense, voilà, le grand Popa, le grand Gampopa, disciple de Milarepa, un des fondateurs de la lignée Kagyu, qui va voir ces méditants. À l'époque, ils vivaient tous dans des ermitages. Puis il leur dit, grands méditants, n'ayez pas peur de vos pensées. Faites en sorte qu'elles ne s'élèvent pas comme des ennemis, comme des obstacles. Et en fait, il leur donne là une instruction incroyablement profonde, parce qu'on peut très très vite considérer que beaucoup d'aspects du réel peuvent être un obstacle pour nous. Donc là, finalement, dans cette qualité d'attention vigilante, c'est un moment incroyablement précieux et rare, où on prend l'habitude, je parlais avant d'inscription profonde, presque inconsciente, on prend l'habitude d'un rapport très différent au monde. C'est pour ça que Gampopa donne cette instruction à ces grands méditants. Et pourtant, il les qualifie de grands méditants. Hein, nous sommes des apprentis méditants et méditantes. On n'est pas encore des grands méditants. Mais on pourrait être des grands méditants et des grands méditantes et penser que nos ennemis sont problématiques, que nos pensées sont problématiques, comme si c'était des ennemis. On pourrait très bien voir les choses comme ça. Donc l'instruction qu'il donne à l'époque, elle est bonne pour nous. Elle est bonne pour nous dans cette idée d'inscription. C'est-à-dire comment je m'inscris dans ce rapport à ce qui surgit. Eh bien, je peux m'inscrire avec un rapport uniquement fait d'attention, de vigilance, de présence, de bienveillance. Et ça, c'est très intéressant. Et aussi, évidemment, de non-distraction, mais la non-distraction, c'est la présence. Il n'y a pas de distraction quand il y a présence. Et ce que l'on peut aussi ensuite constater, c'est que quand il y a présence, les phénomènes mentaux, on n'a même pas besoin de vouloir qu'ils cessent, ils cessent. D'une certaine manière, pas de raison qu'ils ne cessent pas. C'est comme un mouvement à la surface de l'eau. On ne va pas rentrer dans l'eau puis faire arrêter les vagues. Ce serait complètement bizarre. Arrêtez les vagues. Hein. Je vous ai dit de ne plus bouger. Non, on les laisse faire. Elles vont se calmer d'elles-mêmes. Donc il y a quelque chose de très très naturel dans le processus. Et c'est finalement ce qu'on va observer aussi intérieurement. Se donner suffisamment d'espace pour que quelque chose se fasse. On verra bien quoi. Ne pas avoir trop d'attente. Redo même pas. Redo même pas, ça veut dire ni espoir ni crainte. Ça, c'est bien sûr des instructions clés qui nous sont tout le temps répétées. Pourquoi ? Parce qu'en général, on tombe dedans, évidemment. On tombe dans le contraire dans l'instruction. Donc l'instruction, elle est toujours là, de manière assez simple, finalement. Hein, Panlang, mais pas. Ne pas prendre, ne pas jeter. Redo, mais pas. Ne pas avoir d'espoir, ne pas avoir de crainte. C'est toujours des espèces de phrases, tic, tic, mais qui reviennent pour nous rappeler, finalement, cette qualité d'attitude qu'on peut développer. Voilà, c'était juste pour nous mettre en route, ça. Et bien maintenant, on se met en route.
en cultivant cette présence au corps, cette présence au mouvement de l'esprit, mais en étant parfaitement là, sans être pris par quoi que ce soit finalement. C'est notre présence ici qui nous maintient ici.
On peut être présent à la conscience tactile, c'est-à-dire au passage du souffle au niveau des narines. C'est un effleurement très léger, bien sûr. Présent à la conscience du corps, au mouvement de notre abdomen quand on respire. C'est une des 6 consciences. Et l'on peut observer si tout à coup nous sortons du champ de cette conscience pour aller tout à coup dans le champ de la conscience auditive ou mentale ou gustative. Et l'on revient dans ce cas au champ de la conscience tactile. C'est une suggestion, bien sûr.
petite pause. Cette histoire de champ des consciences, c'est la fameuse image qu'on donne dans les textes classiques du singe qui se présente à de nombreuses fenêtres. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que si nous sommes à l'extérieur de cette maison et on voit une fenêtre, une maison plutôt, avec 6 fenêtres, eh bien, on voit un singe à la fenêtre. Et puis, à un moment donné, on voit un singe à une autre fenêtre, etc. Et finalement, on peut toujours se demander si c'est le même singe ou si c'est plusieurs singes. On ne peut pas le savoir. Et en fait, la réponse, c'est que c'est toujours le même singe. C'est le même singe qui se promène, en fait, et qui apparaît à telle fenêtre, telle fenêtre. Le singe, c'est la conscience. C'est une bonne image pour le singe, parce que le singe est profondément indomptable, à part ceux qu'on a réussi à dompter. Mais disons, a priori, le singe va faire des choses qu'on n'a pas décidées, tout le temps. Si on se promène avec un paquet de cacahuètes au Népal, si on ne fait pas attention, on peut être sûr que le singe va nous attraper le paquet de cacahuètes. Moi, j'ai vu des scènes assez drôles, vraiment, où le singe vole un livre et une banane, et s'installe sur une branche, feuillette le livre et mange la banane. Et vraiment, la vie est fondamentalement surprenante. Donc, c'est pas du tout un hasard que dans les pays où le bouddhisme s'est développé originellement, aujourd'hui, on dirait peut-être autre chose. On parlerait d'une pie ou j'en sais rien. On trouverait. Mais à l'époque, on va parler du singe, parce que le singe bouge, le singe est volatile, le singe ne va pas rester en place, il est sans arrêt dans des interactions. Voilà, il est extraordinairement vivant, le singe. À part quand il dort peut-être, mais le singe, il y a vraiment cette idée de la fulgurance en plus. Il est très rapide, il saute d'un endroit à l'autre. Et on va utiliser cette image pour parler de l'esprit, parce que l'esprit est extraordinairement créatif, extraordinairement volatile. Donc il a le pouvoir de donner l'illusion que c'est toujours comme une espèce de chose différente qui apparaît d'une fenêtre à l'autre. Alors qu'en fait, c'est lui qui est capable de subterfuge d'une certaine manière. Donc on va utiliser ça pour dire que si on porte une attention présente au champ des consciences, en fait, on va petit à petit se rendre compte de la rapidité de déplacement du singe d'un domaine à l'autre. C'est pour ça que c'est très intéressant de rester sur un des domaines de la conscience, que ce soit la conscience tactile, ce qui est le plus simple, la conscience tactile, mais ça peut aussi être la conscience auditive, évidemment. Ça peut aussi être la conscience mentale, c'est pareil. Mais l'exercice, dans ce cas-là, qui est un exercice d'abhidharma, techniquement parlant, mais bon, bref, cet exercice-là va nous faire nous rendre compte que, en fait, on reste très rarement dans un champ de conscience. On est sans arrêt en train de se promener. Mais ça, on ne le voit pas. Parce que on pourrait dire que la saisie du jeu, qui est largement imaginaire, c'est-à-dire c'est le personnage qu'on est, ce processus très mystérieux de la construction du jeu est un processus globalisant. C'est-à-dire que c'est un processus qui va intégrer comme une espèce de processus d'intégration de toutes les données de manière constante, mais pour les rendre très personnels. C'est toujours moi, en fait. Mais en fait, du point de vue de l'observation de la conscience, il n'y a pas encore moi qui... Il cause pas encore, en fait, dans le domaine sensoriel, par exemple. Il peut, mais pas forcément. Alors que si on n'y prête pas attention, finalement, tout ce flux d'informations, cette fulgurance incroyable, est toujours ramené à un jeu. Il n'y a rien de mal là-dedans, c'est un mode de fonctionnement. Simplement, du point de vue bouddhiste, c'est un mode de fonctionnement qui
permet la construction d'une illusion, c'est-à-dire la solidité d'un jeu. Et en fait, cette observation va faire que naturellement, on va développer un autre rapport avec le jeu, ne serait-ce qu'un rapport conscient quant à la puissance de narration du jeu, ce qui est déjà pas mal, en fait, et ce qui est un changement immense. Donc, le fait d'observer ainsi, ça nous permet de développer en plus une qualité de conscience et de présence dans chaque domaine des consciences. Et du coup, on va se mettre à observer les choses de manière observer des choses qu'on n'aura peut-être pas vues auparavant. Ah oui, non. Oui, Sophie, c'est normal, la bande passante. Oui, effectivement, ça saute de temps en temps. Là, on fait ce qu'on peut. Mais on va méditer, comme ça saute pas. Quoi, disons, à part le singe. Le singe, lui, il saute. Lui, il est sur la bande passante constante, le singe. Il saute sur le fil. Ding, ding, ding. Et il change de fil. Ok. Allez, on va s'occuper de notre singe. Mais avec peut-être cette... alors, c'est toujours des suggestions, hein, mais cette idée d'exercice, rester dans le domaine de la conscience sensorielle, c'est intéressant. Et puis d'observer. Est-ce qu'on y demeure? Est-ce qu'on n'y demeure pas? Ah tiens, on est parti. Ah tiens, on revient.
pause. Oui, Encore combien de temps? très peu. Et là, vous restez exactement comme vous êtes. Exactement, vous ne changez pas de position, vous pouvez si vous voulez. Et on va juste, un très court instant, juste cultiver la présence telle qu'on est. Voilà. Et on va terminer par une dédicace. Et la dédicace, c'est toujours le souhait, bien sûr, le souhait d'offrir cette richesse, ces découvertes peut-être que l'on peut faire, cette pratique à tous les êtres, avec aussi le souhait que ainsi soit réalisée l'omniscience, que les obstacles intérieurs soient défaits et que la ronde incessante du cycle des existences, eh bien que tous les êtres en soient libres. C'est ça le sens de cette prière de dédicace. Sonam die tam che sumpane tom ne nyebe tanam pam jene ke ga na chen balam tu pai sibe sole do